intérêts et de leur présentation, que le moment venu, on fera un tour pour qu'ils apportent un éclairage par rapport à ces questions. Donc, le prochain intervenant. Bonjour. Bonjour, Birahim. Tu peux prendre, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Donc, bonjour. C'est un honneur d'être présent et je tenais à vous remercier, à vous féliciter pour ce symposium qui est très, très, très instructif et très intéressant. Alors, moi, j'ai une première question faisant suite à la présentation du docteur Samuel Maté, où il a très brillamment parlé de différentes variables. Il y en a une qui m'a interpellé, c'était la taille du marché. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que, avec la signature toujours d'actualité, si on peut dire, si on peut appeler ça ainsi. Ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question serait axée plus sur l'aspect géopolitique de cette industrialisation. Alors, je pense que M. Huta a parlé ou c'est le modérateur, je ne sais plus, je suis vraiment désolé, du fait d'exporter 4 000 milliards de dollars, il me semble, de tonnes de coton pour importer derrière 4 000 milliards de dollars ou 4 milliards de dollars de produits finis textiles. Alors, effectivement, l'Afrique veut s'industrialiser, mais n'oublions pas que l'Afrique est dans le monde avec différentes forces qui travaillent pour avoir certains monopoles. Alors, en termes géopolitiques, quelles sont les difficultés auxquelles peut faire face le continent africain dans cette course vers l'industrialisation? Merci beaucoup et encore, voilà, vraiment merci de ce travail que vous abattez. Merci beaucoup. Le troisième intervenant. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai une première question. Oui, Merci. J'ai une première question qui s'adresse à Monsieur Diop au sujet des méthodes qu'il a utilisées pour le calcul des effets d'entraînement. Donc, j'aurais juste aimé qu'il nous rappelle les méthodes et éventuellement les sources. Et pour le docteur Maté, qui a parlé de la projection de l'entrepreneuriat avec l'exemple du Sénégal. Est-ce que cette projection tient compte d'une accélération éventuelle qu'il y aurait eu ces dernières années? Ou sinon, est-ce que il pourrait nous dire si jamais son étude a tenu compte des différents facteurs qui pourraient permettre cette accélération? Ok, merci. Donc, le prochain intervenant. Ou bien est-ce qu'on a épuisé la liste? Alors, oui, le prochain intervenant, je pense que c'est Mamadou Oumar Traoré qui a également levé la main. Donc, M. Traoré, si vous nous entendez, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît. M. Traoré, allez-y. Allô? On vous entend, M. Traoré, allez-y. Oui, j'aimerais poser la question concernant l'intervention de Dr Samuel Paté, quand il disait que toutes les activités ne sont pas les mêmes. En fait, concernant les variables qu'il a utilisées, est-ce que c'est applicable dans notre zone qui est déstabilisée en termes de sécurité? Est-ce qu'ils ont eu à faire des prévisions concernant cela? Merci beaucoup, M. Traoré. Monsieur le modérateur, si vous permettez, Dr Abdallah, on peut prendre une toute dernière question pour clôturer donc cette session et laisser maintenant la liberté aux panélistes de choisir leurs questions et de répondre. Merci à vous. Donc, Mamadou Adama Sow, pour une toute dernière question, s'il vous plaît. Merci. Je tiens d'abord au président de remercier le groupe ISM d'avoir organisé ce important. Et mes remerciements vont également à l'endroit des panélistes qui ont fait vraiment des interventions de très grande qualité. J'ai des questions à poser aux panélistes. C'est quel modèle
une industrialisation propre à l'africaine. Ma deuxième question, c'est d'avoir plus d'opportunités pour bâtir une organisation plus forte et plus dynamique qui répond aux besoins du moment, en donnant la possibilité même à la génération future de prendre sa partition. Ce sont toutes mes deux questions. Vous laissez le soin de répondre aux questions que vous posez. Adressé à plusieurs présentateurs. Si vous avez des éléments de réponse par rapport à ces préoccupations, donc vous êtes invité à le faire. Mais compte tenu de la gestion du temps, je pense qu'on aura au maximum 2 minutes par... Méthode des sources, effectivement. Bon, la méthodologie, j'en ai un peu parlé. Ce sont les matrices input-output. Donc, il y a pas mal d'organismes qui l'utilisent, les banques de développement, etc. Et donc, au sein de Deloitte, nous avons dans mon équipe développé le modèle en interne qu'on utilise dans nos différentes missions. Mais c'est une méthode qui est assez classique, hein, qui est très, très connue par les économistes. Et d'ailleurs, monsieur le modérateur est parfaitement au courant de ces techniques-là. Juste sur le sport, bon, après, ça dépend, il y a une question de définition aussi. Il faut savoir que dans la notion d'industrie, ce qui est important aussi, c'est la notion de transformation. Lorsqu'on parle d'industrie, il y a l'industrialisation d'Afrique. Il y a cette notion de transformation qui est derrière, des usines, des machines, etc. Donc le sport, je ne sais pas si ça rentre, parce que parfois on parle d'industrie du sport, etc. Mais au sens économique proprement de parler, je le mettrai pas dans cette catégorie-là, parce que je préférerais garder cette notion à celle où il y a une transformation, et l'objectif de l'industrialisation de l'Afrique, elle est, je pense, axée autour de ça. Comment l'Afrique peut disons, s'industrialiser et davantage attention. Et je termine juste sur l'industrialisation propre à l'Afrique. Effectivement, bon, il y a toujours chacun a son propre chemin à suivre dans le développement, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas propre à l'Europe, hein. Donc l'Asie, la Chine, beaucoup de continents ont déjà utilisé sont passés par l'industrialisation, des pays comme la Malaisie, etc., avec des cultures différentes, hein, de ceux de l'Europe. Et donc pour moi, il y a aussi, voilà, ça peut être un chemin de développement, mais c'est l'industrialisation qui est quelque chose d'assez classique. L'Éthiopie aujourd'hui en train de s'industrialiser en s'insérant dans les chaînes de valeur mondiales sur la production de comment dirais-je, des t-shirts. Donc c'est pas spécifique à l'Éthiopie, c'est quelque chose, une industrialisation qui est la même que celle qu'on a au Bangladesh, par exemple. Et donc la notion d'industrialisation, pour moi, elle s'impose quel que soit le continent. Par contre, il y a des trajectoires de développement qui prennent en compte les spécificités locales. Et ça, voilà, c'est pas le même débat pour moi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Dr Diop. Donc, un panéliste qui a été aussi beaucoup sollicité, c'est Dr Maté. Samuel, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ok, bon, on vous passe, le micro est à vous, déverrouiller et puis pour adresser les questions. Quelle était la question? Parce que j'étais déconnecté à un moment donné. Alors, bon, il y a la... Oui, allez-y. Docteur Maté, la question que j'avais posée concernant la mienne, en tout cas, c'était par rapport à vos projections sur l'entrepreneuriat avec votre exemple du Sénégal. Je demandais si jamais elle tenait compte d'une accélération ces dernières années ou pas. Et la question qui était liée, c'était quels étaient éventuellement les facteurs que vous aviez pu identifier dans votre étude si jamais vous étiez allé.
cette accélération? Bon, nos données se sont arrêtées en 2014, mais véritablement, 2014 cristallisait un peu les grandes initiatives quand même dans la plupart des pays africains. Ce que nous avons remarqué, je n'ai pas consulté pour cette année, mais récemment, il n'y a pas eu, quand j'avais consulté l'année passée, peut-être avec la Covid, il n'y a pas eu de grande avancée sur le taux d'entrepreneurs pour 1000 habitants. Je crois que le Botswana était toujours en tête et on plafonnait autour de 17 à 18. Il n'y a pas eu un progrès significatif. Est-ce que vous voyez, pour 1000 habitants, les simulations que nous avons faites nous situaient à atteindre un taux de 168. Donc, on devait multiplier par 10. Et pour ça, il fallait mettre en place toutes les incitations possibles. Nous avons vu, par exemple, qu'il y a eu des initiatives dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Et quand je discute avec le docteur Thiam, on est en train de faire des choses ensemble. Quand il reçoit le Sénégal, il ressort qu'il y a également des initiatives. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a trois grandes choses qui bloquent ces initiatives pour que ces initiatives soient de véritables accélérateurs d'entrepreneurs pour 1000 habitants. La première chose qui bloque ces initiatives, c'est le problème de la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, les entrepreneurs ont une perception que la corruption est levée et que le jeu n'est pas le jeu économique. Hein. Le jeu économique n'est pas démocratique. Les choses sont faussées à l'avance. Et la corruption est un surcoût, au fait. Et la deuxième chose qu'on a vue également qui bloque cette accélération, c'est la fiscalité. Est-ce que vous voyez? Parce que dans la plupart de nos pays, la fiscalité est très lourde. Je ne sais pas pour le Sénégal, le docteur Thiam est en train de faire ce travail par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais c'est de se dire après que, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà quand vous créez une société en Côte d'Ivoire, dès le premier jour, même avant d'avoir engrangé un seul franc, vous demande quelle est votre projection de chiffre d'affaires. Dès que vous le dites, vous devez payer 10% de ce montant sur place comme prévision sur les impôts. Donc, c'est pas vraiment le meilleur moyen d'inciter les gens à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous avons lancé il y a 2 ans une initiative qu'on a appelée l'initiative 35-30, où on demande carrément à tous les pays africains de donner 0 impôt sur les 3 premières années de toute entreprise créée par un jeune Africain de 35 ans et moins, 0 impôt pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat industriel. Et tout ceci fait que les entrepreneurs potentiels se réfugient dans l'informel. Selon la Banque mondiale, les pays africains ont entre 40 et 60% de leur économie dans l'informel. Or, celui qui est dans l'informel ne peut pas prospérer puisqu'il n'a pas de registre de commerce, il n'est pas déclaré fiscalement, il ne peut pas évoluer. Il va faire de petits business, mais il n'est pas, et même si parfois les gens sont structurés, mais ils ne peuvent pas aller évoluer pour devenir de multinationales, pour recruter, pour faire des choses. Donc, voilà un peu le problème qui se pose. Et même si, pour en conclure, même si aujourd'hui les États africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire font des efforts et il y a la culture entrepreneuriale aussi qu'il faut noter. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on essaie d'introduire l'entrepreneuriat comme matière d'enseignement à l'école primaire. Mais ce que j'ai dit au ministre, il est difficile de dire que des enseignants vont enseigner l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont jamais entrepris. Il faut trouver une autre forme comme aux États-Unis où des gens viennent
des entrepreneurs viennent faire des forums et tout, etc. dans les écoles. Donc, l'approche y est, mais on est tiré en arrière par la corruption, par une fiscalité lourde et une fiscalité répressive, un secteur informel énorme, et on n'arrive pas à trouver la stratégie pour motiver les gens, pour sortir de l'informel. Les gens ne veulent pas, à cause justement des deux premiers problèmes. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr. Adé. Donc, j'en appelle aux panélistes qui sont avec nous pour intervenir et donner leurs éléments de réponse. Docteur Sonko, vous êtes avec nous? Monsieur Abdoulaye. Ok, docteur Hervé Guittin. Oui, je suis là. Je peux répondre sur la question géopolitique, en fait, sur l'aspect géopolitique, si vous voulez. Oh, c'est parfait, allez. Oui, donc, même si c'est le docteur Souleymane qui a donné des réponses sur le textile aussi, qui est un problème que j'avais évoqué, le commerce international est un champ de rapport de force. Si vous augmentez vos droits de douane dans un pays à l'encontre d'un autre pays, cet autre pays augmentera les siens dans un autre domaine. On l'a vu notamment entre les États-Unis, la Chine, etc. Dans ce champ de rapport de force, ce sont des économistes qui montraient déjà depuis bien longtemps, à la fois une asymétrie et une inégalité. Aujourd'hui, si on prend le commerce international, l'insertion de l'Afrique, de toute l'Afrique, dans le commerce international, c'est 2,7% du commerce international. Donc on est sur quelque chose de très inégal. L'Afrique est actuellement à une taille très réduite et donc n'a pas un pouvoir de négociation très important. Je rappelle, cette part a reculé, elle était de 4% dans les années 70. Donc la question qui se pose effectivement, c'est celle de peut-on plutôt protéger les frontières. Monsieur Ngom tout à l'heure a parlé de renégocier les conventions fiscales. Ça fait partie aussi de ce qui va dans le sens du commerce international, de l'accueil des investissements étrangers, etc. On peut penser aussi à certaines expériences qui ont été faites et là qui sont des actes politiques, comme dans certains pays en développement, comme en Amérique du Sud, Evo Morales, qui a revu tous les contrats d'exploitation d'hydrocarbures. Et ce qui a généré de très importantes rentrées d'argent qui ont permis d'avoir des ressources publiques pour faire des projets, notamment à caractère sociaux, pour le développement du pays. Donc, effectivement, dans ce champ de rapport de force, la question, c'est qu'est-ce qu'on détient? Est-ce qu'on détient? Est-il indispensable? Est-il rare? Et de quelle façon l'Afrique a intérêt à bien se liguer pour obtenir la reconnaissance de la possibilité de mettre des barrières pour protéger son industrie naissante. À mon avis, c'est capital. Merci beaucoup, Dr Hutin. Dr Abdallah, avec votre permission, je propose que vous fassiez une conclusion en 1 minute de ce panel. Nous sommes très pris par le temps et nous sommes en période de Ramadan, comme vous le savez, et ce qui nous permettra de passer au panel 2, qui est un panel assez lourd, on va dire. Il va y avoir du sport, comme on dit. Allez-y, Dr Abdallah. D'accord, merci beaucoup, Dr Thiam. Donc, je voudrais dire l'importance de cette thématique, en fait, pour le développement industriel en Afrique et en lien avec une ou deux questions qui ont été posées aussi par les participants. La question relative à la taille du marché et à la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que l'une des raisons d'être de cette zone de libre-échange continentale africaine, c'est juste donner un marché plus porteur pour les industries africaines. Parce que vous allez remarquer que le commerce intra-africain, il est très faible, de l'ordre de 15 à 17%. Si vous le mettez en rapport avec le commerce intra-européen qui est de l'ordre de 110%, 50% en Asie. Donc, il est très faible. Les Africains ne commercent pas entre eux. Et le fait de créer un marché d'1,2 milliard de consommateurs, presque 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts cumulés, offre quand même des perspectives beaucoup plus intéressantes au développement industriel dans nos différents pays, à mettre en rapport avec, n'est-ce pas, les économies fragmentées qui sont de très faible taille.
Parce que le secteur industriel, par essence, c'est un domaine où les économies d'échelle comptent. C'est-à-dire, plus vous produisez, plus vous arrivez à faire baisser beaucoup de production, et c'est ça un des facteurs clés de la compétitivité de toute industrie. Et l'autre chose aussi, c'est quel modèle d'industrialisation pour nos pays, pour l'UEMOA, pour l'Afrique. Je pense que ce serait bien simple s'il y avait une sorte de blueprint, donc un modèle unifié que tout le monde veut utiliser, mais justement l'industrie ne se prête pas à ce genre de jeu. Donc on ne doit pas faire preuve de paresse et penser qu'il faut qu'on s'investisse dans la réflexion, dans la recherche pour comprendre comment articuler nos économies nationales, comment articuler nos économies dans le cadre de nos espaces comme l'UEMOA ou la CEDEAO au sein d'une économie africaine plus vaste qui est ouverte, ou même au sein d'une économie mondialisée. Et c'est ce qui est en train de faire l'Éthiopie en ce moment, parce que vous savez que la Banque mondiale a prédit que la Chine, d'ici 2030, va se débarrasser de 170 millions d'emplois industriels. Donc, vous imaginez un peu l'échelle, 170 millions d'emplois industriels, tout simplement parce que la Chine est en train de monter en gamme et que la manufacture légère, la Chine n'aura plus vocation aura vocation, disons, à s'en défaire pour d'autres types d'industrialisation. Et si l'Afrique arrive à capter ne serait-ce que 10%, ça fera 17 millions d'emplois. Vous les mettez en rapport avec les 120 à 130 millions d'emplois qu'il faut créer pour la jeunesse africaine qui va s'insérer dans le marché du travail d'ici à 2030, vous voyez très clairement que c'est une piste de solution. Et ce qui est en train de faire l'Éthiopie, justement, c'est de se positionner pour arriver à capter une partie, disons, de ces emplois industriels qui sont que la Chine est en train de délaisser et qui se relocalisent dans des pays comme le Vietnam déjà, le Cambodge et d'autres pays d'Asie. Donc l'Afrique a sa partition à jouer. Il y a un mouvement d'ensemble qui est en train de se mettre en place avec la zone de libre-échange centrale africaine, avec son protocole sur l'investissement et tout cela. Donc nos pays ont tout intérêt à voir comment se positionner, comment articuler leur politique industrielle pour répondre de façon adéquate aux besoins de l'industrie et offrir des perspectives nouvelles, des perspectives meilleures à leur tissu industriel et à leurs entreprises. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie l'ISM, je remercie le docteur Thiam de m'avoir associé à cette importante initiative et bonne suite du programme. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Abdallah. C'est nous qui vous remercions pour la qualité de votre modération et la spontanéité avec laquelle vous avez répondu oui dès que j'ai eu à vous proposer de modérer ce panel qui portait sur le cadre réglementaire, fiscal et institutionnel pour une gestion optimale de l'industrie. Nous remercions également tous les panélistes de ce premier panel, Dr Ibrahim Sonko du ministère de l'Industrie, M. Abdoulaye du ministère de l'Industrie également, M. Sidi Diop de l'OAT, sur comment accroître la